Aujourd'hui, on se retrouve sur Céramique avec Apolline Marmin, qui est cuisinière. Bienvenue, Apolline. Merci. Ça va? Ça va, ça Ouais. Est-ce que tu as déjà fait de la poterie? Ouais, rapide Ouais. au Beaux-Arts, j'en ai fait un peu, mais j'avoue que c'était pas ma pratique. Du Ouais. coup, je suis Mais prête à tu te tester des sens, trucs. ouais. Ça Ok. va aller, je pense. Et t'as une idée de ce que tu veux faire? Ouais, j'ai une petite idée. J'ai trop envie de faire un petit récipient avec des petits trous. Et en fait, on va pouvoir passer la tige d'une branche d'herbe, genre basilic, coriandre, thym, romarin. Et du coup, tu passes la tige et ça récupère les feuilles. Et trop Ok. pratique pour effeuiller quand t'es dans ton rush. Ok. Voilà. Qui pourra te servir pour ta cuisine après. La technique, c'est que tu vas creuser dans la terre avec tes pouces Ok. pour commencer à faire la forme de l'objet. Ok. Et ensuite, pour faire les trous de différentes tailles, tu vas utiliser les outils. Mais tu le Ok. feras après. Je pense qu'on a De toute plusieurs façon, là, temps. j'ai juste à faire un récipient. Là, Et franchement, il n'y a rien de plus simple. Ok, très bien. Alors, est-ce que, Apolline, tu peux te présenter en quelques mots déjà pour commencer? Ouais, alors je m'appelle Apolline, j'ai 27 ans. Je suis cuisinière depuis quelques années, très peu, peut-être 3 ans. J'habite à Redon, en Bretagne. Redon, connu par tout le monde, évidemment. C'est au centre de la Bretagne, c'est entre Vannes, Rennes et Nantes. C'est vraiment au milieu Dans le des trois. Morbihan? Ouais, Morbihan, Ille-et-Vilaine. J'ai emménagé là-bas il y a 1 an et demi. T'as tout quitté ta vie à Paris pour aller emménager en Bretagne. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'emménager? En fait, pour être très honnête, je travaillais en cuisine à Paris et vraiment les 96 heures de travail par jour en cuisine, puis prendre le métro dégueu, rentrer chez soi. Et en fait, il y avait aussi un truc, du coup, qualité de vie pas ouf. Et aussi, genre, en cuisine, on recevait des produits dans des cagettes, tu voyais pas l'humain derrière. Ouais. Et t'as un peu le truc qui est déshumanisé, c'était pas très agréable. Du coup, j'avais très envie de comprendre le produit pour mieux le travailler. Et donc, j'ai fait une liste de tous les restos qui possédait une ferme en France. Et j'ai postulé dans ce resto-là. J'ai fait un essai et finalement, j'ai pas fait d'autres essais parce que c'est là où je voulais aller à ce moment-là. Et donc à Redon. Et à partir de ça, t'as tout... Et ouais. Et en fait, je savais que je voulais quitter Paris, ça c'était sûr. Je savais pas où je voulais aller. Je connaissais pas du tout cet endroit-là de la Bretagne. Et finalement... À mon souvenir, t'as passé ton permis aussi, non, juste avant de partir. J'ai passé mon permis juste avant de partir. T'avais passé ton permis juste avant de partir, et puis ton mec est venu avec toi, du coup. Ouais, je l'ai emmené. Et ton chat. Et mon chat. Waouh. Ouais. Bah, franchement, pour qu'il y ait ton chat et ton mec qui te suivent, c'est pas mal. Et du coup, vous êtes installés donc dans un petit appart tous les trois. On est trop bien. On est dans le centre de Redon. Donc Redon, il y a un port, c'est en pleine terre, mais il y a un port puisqu'il y a pas mal d'axes fluviaux. Et en fait, on a un appartement sur le port qui donne sur la Vilaine. Enfin, c'est pas mal. Ouais. Ça change de Paris, quoi. Ça change de Paris. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier de cuisinière à la base? Alors, moi, j'ai fait des études aux Beaux-Arts. J'étais en art aux Beaux-Arts. Et en fait, je travaillais beaucoup sur la curation. Tu peux expliquer un peu la curation? En gros, l'idée, c'est commissariat d'exposition en français. Et c'est de faire vivre les œuvres entre elles dans une temporalité, dans un lieu, avec d'autres humains. Enfin, voilà, quoi. Et donc ça, c'était ce que j'étudiais principalement. Et en fait, après ma licence aux Beaux-Arts, je voulais continuer les Beaux-Arts, mais je voulais avoir une pratique. Je voulais moi aussi toucher des trucs, me sentir... j'avais pas particulièrement d'attrait pour le manuel, mais j'aimais l'art contemporain. Et du coup, je me suis formée avec des chefs, des artistes culinaires. Et en fait, après, dans un restaurant gastronomique à Paris qui s'appelle Mâche, avec le chef Michael Gamet. Et en fait, j'ai jamais quitté les cuisines, j'ai trop kiffé. C'est lui qui t'a transmis le... En fait, je suis son travail depuis longtemps parce que je m'intéresse à la bouffe depuis que j'ai l'âge de manger, donc voilà. Et je le suivais sur Insta et je voyais vraiment sa perception de l'assiette, de la composition, des textures, des couleurs, même de l'assiette même, tu sais. Genre vraiment le contenant, le contenu, c'est beau, quoi. Tout était pensé. J'ai pas envie de le manger tellement c'est... Et j'avais jamais écouté ce qu'il faisait et je voyais qu'il était sur une ouverture de restaurant et je lui ai écrit un peu au culot en mode bon, j'ai jamais trop fait de cuisine. J'ai déjà fait beaucoup de restauration, mais jamais fait de cuisine. Tu veux bien m'embaucher? Et il a dit go. Ça part. Et du coup, j'ai fait confiance. J'ai fait
un peu moins d'une année chez Mâche. C'était trop bien. Et voilà, après la Bretagne. Ok. Et du coup, depuis que tu as emménagé en Bretagne, tu as décidé de monter un projet avec ton copain, du coup. Le projet s'appelle Cruchon Conserverie. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept de votre projet ? Oui, complètement. Alors du coup, c'est l'idée... Alors déjà, de base, Léandre et moi, on s'est rencontrés sur Tinder. Et un salon de tatouage à Montreuil qui s'appelle le Love Store. Je sais pas pourquoi je raconte ça. Et le jour où on s'est rencontrés, on a beaucoup parlé et on avait tous les deux beaucoup d'idées de projets qui se rejoignaient un peu. Ouais. Donc, dès le premier jour, on a su qu'on allait monter un projet ensemble. Enfin, voilà, c'était un peu écrit dans notre histoire. Et donc, on savait qu'en quittant Paris, on se projetait aussi sur entreprendre. Ouais. Et donc, on quitte Paris, je vais travailler dans ce restaurant à la ferme. Et en bossant dans ce restaurant à la ferme, bon, déjà, il y a toujours les conditions de la restauration où tu bosses comme un chien. Ouais. J'en avais marre de gagner mal ma vie pour travailler comme pas possible. Ouais, et j'avais envie que si je souffre, ça soit mon choix, en fait. Ça soit mon argent, mon truc, enfin, voilà. Et du coup, l'idée, elle est venue parce qu'en travaillant dans ce restaurant à la ferme, je me suis rendu compte qu'il y avait des saisons, typiquement le passage de l'hiver au printemps. Il y a un trou un peu au potager et en fait, du coup, on n'a rien à bouffer. Enfin, concrètement, les serres, ça bouge. Donc, il n'y a rien à bouffer. Et à contrario, août, septembre, là, il y a un surplus de tomates, surplus de courgettes. Et du coup, je me suis dit, c'est con, il faudrait conserver tous les légumes d'été et pouvoir ouvrir des conserves sur le printemps quand il y a un peu un creux, quoi. Et du coup, l'idée est venue là. On a pris beaucoup de temps avant de vraiment décrire notre projet. Lui, de base, il est dans la cuisine aussi ? Non, mais lui, il a fait école de mode, école de bijouterie, joaillerie, donc rien à voir. Okay. Mais son père est vigneron, son frère est vigneron aussi, sa belle-sœur est sommelière, chef, sa mère est traiteur, enfin voilà. Oui. Okay. Mais donc en fait, on a pris beaucoup le temps d'analyser la région, les acteurs, autant politiques que producteurs, que consommateurs, que distributeurs. On a pris beaucoup le temps de comprendre là où on mettait les pieds avant d'imposer un projet à une région. Et du coup, on en est là. Cruchon. Création de projet. Et pour tout ce qui est de conserver, alors est-ce que tu peux nous expliquer la manière, les techniques pour conserver et dans quoi vous allez stocker aussi les légumes ? Ouais. Ces fruits et légumes, on va les conserver dans des bouteilles réemployables. En fait, en étudiant tous les modèles de conserverie qu'il existait en France, dans le monde, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup ce truc de prestation de service. Donc, le producteur va déposer ses légumes, ses fruits chez la conservatrice, le conservateur. Il paye pour faire conserver ses produits. Ouais. Et nous, le but, c'est qu'on achète les produits, qu'on les transforme et qu'on les conditionne dans des bouteilles 1 litre réemployables. Ça veut dire que c'est des bouteilles qui vont aller en usine de lavage, qui vont être nettoyées, qui vont nous être revenues. Okay. Ça, sur un cycle de 16 fois. Et du coup, c'est trop bien parce que du coup, beaucoup moins de gaz à effet de serre, beaucoup moins de déchets. Et c'est des systèmes qui se mettent bien en place et on a trop envie de participer à ça. Ouais, donc c'est écologique. Et économique, donc économique. Trop bien. Et comment tu conserves un aliment ? Qu'est-ce que tu vas apporter à cet aliment pour qu'il puisse tenir du coup en saison ? Dans le temps. En fait, il y a plein de techniques de conservation, mais il y en a vraiment plein et c'est même une technique ancestrale. Très, très tôt dans la vie de l'humanité, on a dû conserver les aliments parce que sinon, il fallait juste conserver les aliments pour pouvoir pas faire des provisions pour l'hiver, etc. Il n'y avait pas de réfrigérateur, quoi. Concrètement, voilà. Et du coup, il y a plein de techniques. Et nous, la technique qu'on va utiliser, c'est la stérilisation. Donc, c'est monter les ingrédients à une température très élevée pour la conservation, pour tuer un maximum de micro-organismes et que le produit se conserve dans le temps. Donc, tes produits peuvent se conserver des années, quoi. Enfin, c'est dingo. Et en fait, le but de Cruchon, pour résumer, c'est surtout d'acheter les invendus et invendables de fermes locales. Donc, en fait, les producteurs et les productrices, en temps normal,
ils vont jeter les produits au compost. Tous ceux qui sont montés en graines ou qui sont un peu piqués qui sont un peu abîmés. ou qui rentrent pas dans l'esthétisme d'une étale de marché, ils vont foutre ça au compost et du coup c'est une rémunération en moins pour eux, alors que c'est tout à fait comestible, pardon. Et du coup nous le but c'est que on transforme ces produits là et qu'on les rende tout beaux, tout bons dans des bouteilles sous forme de soupe, de coulis de fruits, de coulis de légumes, de gazpacho. Et il y a une autre activité à Cruchon, c'est aussi et on commencera par ça d'ailleurs, c'est un food truck, mais pas vraiment un food truck en mode camion surélevé et tout, c'est un îlot central de cuisine qui sera sur roulette avec un barbecue et on fera des Twitch avec nos sauces Cruchon, on fera plein de cuissons. Donc avec tout ce que tu avais conservé. Ouais, voilà. C'est génial. Ouais. Et donc vous allez faire un peu les tours des marchés non, on va faire le tour des ports du Morbihan. Ok, trop bien. Mais d'eau douce. Est-ce que tu as eu l'impression de fait d'être parisienne qui débarque dans un village breton? Tu t'es sentie à un moment, je dirais pas jugée, mais bon, on sait tous quand il y a un citadin qui débarque, c'est pas forcément, t'es pas forcément très bien accueilli souvent. Honnêtement, j'ai eu peur de ça, de ouf. J'ai eu un peu peur et même souvent, parce que comme j'ai fait mes études en Alsace, je connais bien la partie de là où j'ai fait mes études en Alsace. Parfois, je mytho et je dis que je suis alsacienne. C'est plus simple. Ouais. Au moins, tu discutes pas pendant vraiment, c'est la vérité. Parfois, je dis que je suis alsacienne et parfois, je dis que je suis parisienne, mais j'ai aucun problème à dire que je suis parisienne parce que je suis pas en accord aussi avec la vie parisienne. Ça me correspond plus et j'aime bien y retourner de temps en temps, mais pas trop longtemps. Enfin, je sais que voilà, il y a une distance qui s'est mise entre moi et Paris et du coup, je l'accepte et c'est pas, je me sens pas jugée, non. Et en plus, j'ai plein d'arguments qui font que je suis acceptée plus facilement, je pense. Mon père, il est maraîcher, donc tout de suite... Ouais, mais on n'a pas toujours été bien accueillis parce que, petit jeune, parigot, un peu sapé et tout, tout de suite, ça... Ils sont là, qui viennent avec leurs idées. Ouais, mais on a la chance de... moi, en tout cas, je me sens chanceuse d'être avec Léandre qui fait bien attention à comment il parle, à comment il présente notre projet. C'est hyper accessible, hyper abordable. Et en fait, on a vraiment pris le temps tous les deux de comprendre les tenants, les aboutissants de notre projet pour être le plus possible en adéquation avec les producteurs et pas arriver en mode on vous propose une solution trop bien en mode business. Non, le but c'est que ce soit vertueux, mutualisé, qu'on soit ensemble en fait. Et du coup, au début, ils sont un peu en mode ok, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et au fur et à mesure, on est mieux en mieux acceptés et c'est cool. On est compris et on se comprend entre nous et du coup c'est une solution que j'espère est vraiment viable quoi. Et est-ce que tu aurais un mot à dire à une jeune fille qui veut se lancer dans la cuisine? Parce qu'on sait honnêtement que c'est quand même un monde d'hommes, même si on dit souvent les femmes à la cuisine, c'est un mythe, c'est souvent des hommes. Qu'est-ce que tu conseillerais à une jeune fille qui veut se lancer déjà, c'est compliqué pour moi de donner de conseils parce que j'ai pas fait d'école de cuisine et tout, donc j'ai pas de recul par rapport à ça. Mais par contre, je dirais, faut y aller, quoi, au culot. Mais même, je dirais juste ça, en fait, faut y aller au culot. Tu repères les gens avec qui tu as envie de travailler, tu te fais un cercle, t'hésites pas à démarcher, il faut se donner les moyens, il faut rencontrer du monde, il faut goûter des choses, il faut manger beaucoup, faut être curieuse et il faut pas avoir peur. Moi, il y a quand même des freins qu'il faut pas minimiser, mais j'ai l'impression que les choses changent. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de femmes maintenant en cuisine. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de cuisine. FE. Ouais, il y a beaucoup plus de chefs, il y a beaucoup plus de brigades exclusivement féminine aussi. Et tu avais aussi un projet il y a un petit bout de temps qui était très sympa, si tu peux peut-être en parler. Tu sais, ton projet de dîner. Ouais, je faisais ça avec Naomi, qui est une de mes meilleures potes. Et on faisait des dîners, c'était pendant le couvre-feu, il me semble. Elle et moi, on aime beaucoup la cuisine, on sort toutes les deux des Beaux-Arts et on trouvait pas vraiment notre place, on savait pas trop ce qu'on voulait faire. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on va juste faire des graille à la maison avec les copains d'abord, puis après on verra si ça fonctionne ou pas. Et c'était zinzin, c'était trop bien. Et puis avec le truc, ça s'est développé, donc on allait cuisiner chez les gens qui organisaient le truc et tout. C'était trop cool. Ça s'appelait Cash Time, on a dû en faire une dizaine, je pense, je sais pas. Et il y avait des inconnus aussi, des gens qui se connaissaient pas forcément. Ouais. Il y avait les gens réservés et ils se connaissaient pas forcément. Et c'est un peu le Tinder 2.0, quoi. Et en plus de ça, vous avez un super repas, des super cuisinières. Ouais. Et puis, une belle table. Ça partait souvent un peu en fête et on avait très envie de travailler justement avec des céramistes, mettre un peu en lumière des céramistes, en lumière
avec le peu de lumière qu'on avait. Mais demain soir, je vais cuisiner pour un club qui s'appelle le Club des Saints. C'est que des chefs femmes et que des clientes femmes aussi. Et du coup, on est entre nanas et puis nous, on a fait un menu de ouf, donc avec Mao qui est cuisinière aussi et qui est bretonne aussi. Voilà, donc je fais plein de trucs comme ça, je fais des banquets un peu paysans, on travaille autour des produits de la mer, je fais des résidences de chefs, je fais des résidences dans des maisons d'hôtes, je fais des dîners privés. Et du coup, tu te souhaites quoi pour la suite? Déjà que ce projet... Ouais, que ce projet aboutisse et que ça fonctionne bien et qu'on soit heureux parce que c'est une histoire de couple aussi. Qu'on soit bien là, dans ce projet, qu'on s'y plaise. Travailler en couple, pour toi, c'est quelque chose qui est plutôt simple ou... C'est... Avec Léandre, c'est simple en tout cas. Avec Léandre, on se complète bien, on se comprend bien, donc c'est cool. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'on parle tout le temps de ça, parce que ça nous passionne, quoi. Donc déjà que de base, on parle tout le temps de bouffe, mais là, si on parle tout le temps de bouffe et de notre projet, c'est... Moi, ça me va parce que parler pro, c'est mes conversations préférées. Je suis la relou en soirée qui dit et du coup, toi, tu fais quoi dans la vie? Non, insupportable, c'est moi. J'adore. Ouais. Mais ouais, notre travail en couple, en vrai, avec Léandre, on s'est trouvés. On savait pas qu'on était complémentaires sur plein de choses pour le boulot et c'est trop bien. C'est super chouette, j'adore travailler avec lui. Et tu me demandais avant ce que je me souhaitais. Bah ouais, bien réussir ce projet, continuer à cuisiner pour des projets cool, qui ont du sens, avec des personnes qui m'intéressent, continuer à rencontrer des gens qui font ce métier aussi, pour pouvoir échanger, pour pouvoir grandir en expérience. Globalement, je me souhaite ça. Par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, tu sais, l'augmentation des taxes... L'inflation. Ouais, l'inflation. T'as l'impression que ça touche un peu sur ton métier ou pas du tout? De ouf, ouais. Ouais? Ouais, bah ça touche, les gens vont un petit peu moins au resto. Ouais. Nous, ça nous coûterait... Il faut qu'on réfléchisse en cuisine pour que notre menu, le coût matière première soit pas trop important, qu'on s'en sorte derrière. Donc, mais c'est trop bien. Moi, je suis la pire, hein, mais j'adore cuisiner les produits pas nobles, quoi. Enfin, comme on dit. J'aime pas travailler des produits nobles. Ouais. Donc ça me plaît bien, c'est de faire avec le minimum. Enfin, typiquement, tu fais un dessert avec des fraises, tu utilises les queues de fraises pour faire un sirop, tu fais des petits pois, tu utilises les cosses pour faire un jus et t'en feras autre chose derrière. Enfin, voilà. Du coup, ça force comme les budgets sont plus serrés, ça force les gens, j'espère, à être plus créatifs, à utiliser plus le produit dans son entièreté et à acheter moins, à moins gaspiller. Ouais, cool. Mais du coup, je savais pas qu'on pouvait manger des queues de fraises. Globalement, tu peux tout bouffer dans un légume. Ça, on ne sait pas forcément, mais un poireau, tu peux bouffer les petits filaments là, qui sont les racines, tu peux bouffer le verre. Le verre, tu peux en faire une huile verte, donc tu mixes les verres avec de l'huile de tournesol, de pépins de raisin. Tu as une huile verte hyper concentrée en goût. Les blancs, tu peux les faire à la vapeur, pour une salade, tout ce que tu veux. Les racines, tu peux les faire frire, et du coup, ça fait un petit topping, c'est un peu croustillant et tout, c'est cool. Donc en fait, toi, on te met dans la forêt, tu te démerdes complètement. Alors par contre, tu me mets dans la forêt, je me démerde totalement. Je suis un peu zinzin, j'ai un peu un souci, c'est que la chose qui me fait le plus kiffer dans la vie, le moment où je me retrouve vraiment, où je suis vraiment connectée à moi-même, c'est quand je suis en forêt. Okay. Et quand je suis en forêt, mon plus gros plaisir, c'est de comprendre toutes les plantes qui sont autour de moi. Bon, j'avoue que je focus beaucoup sur les plantes comestibles, celles qui se mangent pas, je les boycotte un peu. Mais celles qui sont comestibles, mon kiff, c'est d'avoir un herbier, de savoir que ça se mange, ça se mange et c'est trop bon. Ça se mange, mais c'est moins bon, mais du coup, comment tu peux le rendre bon? Enfin, vraiment... Si par exemple, là, demain, je me retrouve dans la forêt et que je sais pas comment me démerder, j'ai rien à manger. La première chose qui est le plus commun dans une forêt, qui est le plus simple, mais on se doute pas forcément que... Franchement... Tout. Je saurais pas comment te le décrire comme ça parce que en vrai, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des espèces qui se ressemblent et du coup, il y a des trucs qui dangereux. sont c'est dangereux. Mais il y a des choses, on irait se balader ensemble dans la forêt, je te le montrerai une fois, tu sauras le reconnaître direct. Mais par exemple, je te dis lierre terrestre, tu sais pas à quoi ça ressemble tout de suite, donc ça sert à rien. Mais par exemple, les champignons, toi, tu sais les reconnaître? Pas bien, pas encore bien parce que c'est beaucoup de... Ouais, c'est dangereux. Ouais. Après, il y en a que j'adore, que je reconnais bien, mais il existe tellement de champignons que je connais pas. C'est un peu frustrant. J'aimerais bien mieux m'y connaître. Mais d'ailleurs, un des projets que j'aimerais trop faire dans ma vie, c'est faire des repas
un peu bivouac. Genre, tu pars en sac à dos et genre, t'arrives sur un spot de ouf. Et là, je sais même pas comment ça cartonnerait et je serais la première à en faire partie. Ben ouais, ça va très à la mode. En fait. Et je trouve ça cool. Mais attends, on se disait quoi, les trucs qui se mangent? Ouais, un truc genre vraiment que tout le monde peut reconnaître. Parce que par exemple, le pissenlit, je pense que chaque enfant... Le pissenlit, ça se mange. Et tu peux le manger comme ça et tu peux tenir il y a beaucoup de calories. Salade de pissenlit. Alors là, les calories, ma pauvre, je sais pas quoi, moi. Non, je sais pas, je connais pas. Okay. Mais ouais, pissenlit, ça se mange. Qu'est-ce qui se mange encore? Les pâquerettes, ça se mange. Alors, par exemple, le sapin, Ton sapin, quand il est là, en ce moment, c'est le printemps. Alors là, c'est le moment où il y a un maximum de trucs qui se mangent dans la forêt. C'est le meilleur moment. T'as tout qui fleurit et c'est trop cool. Et c'est une courte période, mais c'est une période où moi, je suis euphorique. Je suis un peu zinzin parce que tu peux bouffer plein de trucs. Et notamment le sapin, donc pas tous les sapins, mais donc je te montrerai la prochaine fois en forêt. Au bout des branches de sapin, t'as un tout petit bouquet collant qui est très vert très clair. Ah oui, non, c'est pas... Ok. Et il faut que les épines soient un peu rondes, et ça se mange. C'est très fort en goût de pain. Mais par exemple, ce que tu peux faire, c'est les mettre dans le sucre, attendre 5 jours, et ça va te donner un sirop de sapin. Et c'est archi bon, c'est dingue. Et tu le cuisines comment, toi, après le... Bah, tu le mets dans une chantilly, tu peux faire confire des fruits dedans, tu peux faire... je sais pas, ça assaisonne plein de trucs, en fait. C'est très cool sur les desserts, dans un cocktail. Zinzin. Enfin, ouais, il y a plein de trucs à faire pour une boisson sans alcool aussi. Enfin... C'est génial, ça. Mais c'est vrai que quand t'es dans Paris, en fait, c'est pas que ça t'intéresse pas, c'est que t'as même pas l'occasion de pouvoir t'y intéresser. Non. Mais il y a un gars très cool à suivre sur Insta qui s'appelle Les Chemins de la Nature, qui est très connu déjà, qui propose des balades dans Vincennes où il explique les plantes sauvages. Et, et c'est trop cool. Il a une page Insta où il met toutes les plantes sauvages, comestibles ou pas, sur la saison, sur l'instant T, quoi. Ok. C'est trop bien. En tout cas, n'hésitez pas à aller suivre son compte Apolline Marmin, du coup, et du coup, le compte Cruchon, Conserverie, pour un peu suivre, du coup, l'avancée du projet. Ouais. Mais en tout cas, c'était un plaisir et on est pile dans les temps. Donc là, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer tes herbes. Je passe la tige. Et ça les comme enlève. Ça, et il y a toutes les feuilles qui sont recueillies dans le truc. C'est génial. Ok, bah écoute, merci beaucoup, Apolline. C'était trop bien. Merci à toi. Et c'est très beau ce que tu as fait. Merci beaucoup.